pour expliquer le différend qui oppose les États-Unis à Cuba et non pas Cuba aux États-Unis. Il faut savoir que Cuba constitue le premier problème de politique étrangère pour les États-Unis. Dès 1805, Thomas Jefferson, alors président des États-Unis, avait exprimé son souhait d'intégrer l'île à l'Union américaine. Il avait souligné que ce serait une conquête facile. En quelques années plus tard, John Quincy Adams, en 1823, qui était secrétaire d'État, c'est un brillant stratège, avait élaboré la théorie du fruit mûr. Il expliquait qu'avec le temps, Cuba, tôt ou tard, en raison des liens géographiques permanents et des liens économiques qui se développaient avec le puissant voisin, tomberait dans l'escarcelle des États-Unis. Durant le XIXe siècle, les États-Unis ont proposé à l'Espagne, à pas moins de 6 reprises, d'acquérir Cuba. La dernière offre, c'était 50 millions de dollars par le président Pierce, ce qui était une somme conséquente à l'époque. Quelle a été la position des États-Unis lors des 2 guerres d'indépendance? Durant la première guerre d'indépendance, de 68 à 78, la fameuse guerre de 10 ans, les États-Unis se sont résolument opposés à l'indépendance de Cuba et ont soutenu l'Espagne. Parce qu'ils ne voulaient pas que Cuba devienne, selon leurs propres propos, un second Haïti. Il faut rappeler que la mère des révolutions latino-américaines a été la révolution haïtienne, même si l'histoire dominante refuse d'admettre ou de diffuser ce fait. Donc, ça a été la position des États-Unis durant la première guerre d'indépendance. On en connaît l'issue, ça a été un échec en raison des divisions au sein des forces révolutionnaires. Quelques années plus tard, José Martí, le père de la nation cubaine, le constructeur de l'édifice patriotique, a eu comme tâche de fédérer les forces révolutionnaires au sein d'un même parti. Donc en 1891, il crée le Parti révolutionnaire cubain pour justement, après avoir tiré les leçons de l'échec de la première guerre menée par Céspedes, il puisse obtenir le triomphe. C'est une fois je dénonce pas, je l'informe. Et donc, que fait José Martí? Il crée le Parti révolutionnaire cubain. D'ailleurs, pour comprendre pourquoi il y a aujourd'hui un parti communiste cubain, il faut remonter à 1891. On en dira un mot plus tard. Que se passe-t-il? Les Cubains, les mambises cubains, lancent la deuxième guerre d'indépendance en 1895 et au bout de 3 ans, sur le terrain de bataille, ils remportent la victoire. Ils sont sur le point de remporter la victoire. Que font les États-Unis à ce moment-là? Ils interviennent militairement pour empêcher les Cubains d'accéder à leur indépendance, pour les empêcher de récolter les fruits de 30 ans de lutte. Alors, comme les archives sont aujourd'hui déclassifiées, il n'y a pas de doute à ce sujet. Donc, les États-Unis reconnaissaient que leur objectif était d'empêcher l'avènement d'une nation cubaine souveraine et indépendante, parce que l'objectif de 1805 était toujours là, et qu'ils considéraient en 1898 que le fruit était enfermé. Que font les États-Unis? Ils interviennent militairement à Cuba, ils occupent l'île. Le premier pays, le drapeau qui est hissé dans le ciel de Santiago en 1898, ce n'est pas le drapeau cubain, mais c'est le drapeau des États-Unis, illustrant ainsi l'avènement de la République, d'une future République coloniale dominée par le puissant voisin. Les États-Unis occupent donc la nation cubaine et imposent en 1902, à l'avènement de la première de 1901, République, ils imposent l'amendement Platt. Alors qu'est-ce que l'amendement Platt? C'est un texte relativement court qui a été intégré de force dans la Constitution cubaine et qui stipule que les États-Unis peuvent intervenir militairement à Cuba dès lors qu'ils estiment que leurs intérêts sont en danger. Bien entendu, lorsque l'Assemblée constituante cubaine qui s'était réunie s'est vue proposer un tel texte, il y a eu un débat vif et le premier mouvement a été de rejeter ce texte.
Mais c'était une assemblée constituante qui se réunissait sous occupation militaire. Et cette assemblée avait le choix entre soit pas de république du tout, soit une république néocoloniale. Et après un débat, il y a eu un vote, une courte majorité, 16 voix contre 11, pour accepter l'intégration de cet amendement Platte dans la Constitution. Quelle a été la réalité de la Cuba néocoloniale? Durant les premières années du XXe siècle, les États-Unis sont systématiquement intervenus dans les affaires internes de Cuba, militairement. Ils sont intervenus en 1903, ils sont intervenus en 1906, en 1909, en 1912, en 1917. Il n'y avait donc pas de... L'indépendance n'était que formelle. Et cette réalité va expliquer la révolution de 1959. Pour comprendre ce qu'était la Cuba néocoloniale, je vais citer les propos du président Wilson en 1920. Le président Wilson décide d'envoyer un représentant spécial à Cuba sans en informer le président d'époque, le président cubain d'époque, Manuel García Manuel. Et donc ce dernier, dans une missive à son homologue états-unien, exprime sa surprise de voir qu'un envoyé spécial est présent sur l'île sans en être informé. Et la réponse du président Wilson était la suivante, je la cite de mémoire: le président des États-Unis ne considère pas nécessaire d'informer le président de Cuba avant d'envoyer un représentant spécial dans l'île. Telle était la Cuba néocoloniale des années 20 et des années 30, où la population de l'île était humiliée constamment, symboliquement, puisque quand on expédie une telle réponse au premier représentant de la nation, ça indique la considération qu'octroyaient les États-Unis aux voisins. Les États-Unis ensuite ont soutenu les différents régimes, celui de Machado, ils ont empêché la révolution de 1933. Il y a eu cette parenthèse authentique entre 1944 et 1952. En 1952, Fulgencio Batista orchestre un coup d'État, il est rapidement reconnu par les États-Unis, il instaure une dictature qui dure 6 années et qui est renversée en 1959 par la révolution cubaine. La révolution cubaine a marqué le point culminant de la lutte qui avait débuté avec Carlos Manuel de Céspedes en 1868. Alors, bien entendu, les États-Unis étaient opposés à l'avènement de cette révolution, au mouvement de Fidel Castro. Ils ont soutenu le régime de Fulgencio Batista jusqu'aux ultimes instants. Le 23, la révolution cubaine, comme vous le savez, triomphe le 1er janvier 1959. Le 23 décembre 1958, le Conseil de sécurité nationale se réunit et Alan Dulles, qui était directeur de la CIA, dit textuellement « il faut empêcher la victoire de Castro ». C'était trop tard, une semaine après, les révolutionnaires avaient pris le pouvoir. Et instauré pour la première fois de l'histoire du pays, une nation véritablement indépendante. Donc la principale conquête de la révolution cubaine, c'est d'abord et avant tout l'indépendance de la nation. Les États-Unis s'opposent rapidement, expriment rapidement leur hostilité vis-à-vis de Cuba. Il est intéressant de noter que la rhétorique diplomatique pour justifier les sanctions qui ont été imposées dès 1960 avec la suppression du quota sucrier, cette rhétorique a évolué au fil des ans. Lorsque Eisenhower a imposé ces sanctions, lorsqu'il a supprimé le quota sucrier, il a évoqué les nationalisations et expropriations entreprises par le gouvernement cubain. Puis 2 ans plus tard, lorsque Kennedy décide d'imposer des sanctions économiques totales, Kennedy le démocrate, on verra qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre républicains et démocrates pour ce qui est de la politique cubaine des États-Unis. Kennedy explique que les sanctions économiques totales sont dues à l'alliance de Cuba avec l'Union soviétique. Or, les archives montrent aujourd'hui que les États-Unis ont tout fait pour que Cuba s'allie, tisse une alliance stratégique avec l'Union soviétique. C'est une alliance de circonstance,
dicté par l'hostilité des États-Unis, plus qu'un rapprochement idéologique à l'époque. Donc ensuite, dans les années 60-70, on assiste à une nouvelle variation de la rhétorique diplomatique. Les États-Unis ne peuvent pas normaliser les relations avec Cuba officiellement en raison du soutien apporté par l'île au mouvement indépendantiste et révolutionnaire en Amérique latine et en Afrique. Ensuite, on assiste en 89 chute du mur de Berlin, 91 effondrement de l'Union soviétique. Si la rhétorique diplomatique des États-Unis avait eu un quelconque fondement, on aurait assisté à partir de 91 à la normalisation des relations bilatérales entre Washington et la Havane. Or, que s'est-il produit? Exactement l'inverse. Il y a eu une recrudescence des sanctions économiques avec, dès 1992, l'adoption de la fameuse loi Torricelli qui marque le début du caractère extraterritorial des sanctions économiques. Extraterritorial, c'est-à-dire que la loi ne s'applique normalement, selon le droit international public, aucune législation ne peut être extraterritoriale. La loi française s'applique en France, elle ne peut pas s'appliquer en Italie, la loi italienne ne peut pas s'appliquer en Allemagne, la loi allemande ne peut pas s'appliquer en Grèce, mais la loi Torricelli s'applique à tous les pays au monde, c'est-à-dire la mesure phare, c'est le fait. Alors rappelez-vous la situation dans laquelle se trouve Cuba en 1991. 1991, Cuba perd son principal partenaire commercial. En 1992, Cuba a perdu 75% de son commerce extérieur, le PIB a chuté de 29 points. Vous imaginez, ici, quand on est à 0%, on parle de récession. À Cuba, le PIB a chuté de 29%. Il n'y avait plus rien à Cuba. Donc, Cuba a vécu la pire crise de son histoire. C'est dans ce contexte que les États-Unis décident de procéder à la recrudescence des sanctions en imposant cette loi. Cuba qui était à la recherche de partenaires commerciaux, puisque le partenaire historique n'était plus, avait disparu, eh bien les États-Unis imposent cette loi qui stipule que tout bateau qui entre à Cuba se voit interdire pendant 180 jours, 6 mois, l'entrée dans un port américain. Vous imaginez les conséquences que cela représente pour Cuba. Les États-Unis constituent le premier marché au monde. Lorsque Cuba va solliciter un armateur français, celui-ci va répondre: je n'ai pas de problème avec vous, je veux bien vous transporter cette marchandise. En revanche, si le prix était de 100 avant la loi Torricelli, il va être de 600 parce que mon bateau va être bloqué pendant 6 mois. Et il y a un coût à payer. Donc le but, c'était d'empêcher Cuba de développer son commerce international avec les autres nations. Ça, sous la présidence de Bush senior, Bush père. Quelques années plus tard, en 1996, sous le libéral Clinton, démocrate, libéral dans le sens états-unien du terme, progressiste, entre guillemets, même si ça peut paraître quelque peu antinomique, on adopte une nouvelle loi qui est la loi Helms-Burton, qui est à la fois extraterritoriale comme la Torricelli, mais celle-ci elle est également rétroactive. C'est-à-dire qu'elle s'applique, c'est une autre aberration juridique, aucune loi peut être rétroactive, c'est-à-dire qu'elle s'applique pour des faits survenus avant l'adoption de la loi. En général, on autorise une loi rétroactive uniquement quand elle apporte un bénéfice. C'est-à-dire que demain, on peut dire qu'on augmente mon salaire d'enseignant-chercheur à partir de 2020. On ne peut pas dire qu'on le diminue à partir de 2020. Que stipule cette loi? La loi Helms-Burton sanctionne les entreprises étrangères qui investissent ou qui ont investi dans des propriétés qui ont appartenu à un moment ou à un autre à des entreprises américaines ou à des Cubains à l'époque qui sont par la suite devenus états-uniens ou qui ont acquis la nationalité états-unienne. L'objectif, bien entendu, était de saper, de miner le potentiel de développement de l'île et notamment la coopération avec le reste du monde. Donc ça a constitué un sérieux obstacle au développement du pays. Quelle a été la rhétorique utilisée par les États-Unis à partir de 1991, puisque c'était plus l'Union soviétique a disparu? Eh bien, c'était la question de la démocratie et des droits de l'homme.
C'est l'argument qui persiste encore à ce jour. En 2000, le président Bush et... comme j'ai dit, je suis déjà... En 2000, le président Bush arrive au pouvoir, il n'est pas élu, puisque son adversaire Al Gore a eu plus de voix, mais bon, la Cour suprême a décidé qu'il avait remporté l'élection. Il effectue un double mandat, et durant son double mandat, donc en 2004, à la fin de son premier mandat, il crée une commission, c'est la commission d'assistance à une Cuba libre, qui publie un premier rapport accroissant les sanctions économiques contre Cuba. Notamment, alors ça a été des mesures, la principale mesure a été celle d'empêcher la communauté cubaine des États-Unis de se rendre dans son pays d'origine plus de 14 jours tous les 3 ans. Donc de 2004 à 2009, puisque cette mesure a été abrogée ensuite par le président Obama, les Cubains vivant aux États-Unis ne pouvaient se rendre dans leur pays d'origine que 14 jours tous les 3 ans, dans le meilleur des cas. Parce qu'il fallait avoir, pour pouvoir bénéficier de ces 2 semaines tous les 3 ans, un membre direct de la famille dans l'île. Alors pour nous, un cousin, c'est un membre direct de la famille. Une tante, c'est un membre direct de la famille. Mais le président Bush avait redéfini le concept de la famille qui ne se limitait qu'aux Cubains. Ne faisait partie de la famille que les grands-parents, les parents, frères et sœurs, mari, épouse et les enfants. Donc le Cubain de Floride, qui n'avait qu'un oncle à La Havane, ne pouvait plus se rendre dans son pays d'origine. De la même manière, on a imposé aux Cubains des États-Unis de n'envoyer que $100 maximum par mois à un membre direct de la famille. En sachant que les transferts d'argent constituent aujourd'hui la deuxième source de revenus, cela a eu un impact conséquent sur l'économie cubaine. Alors pourquoi le président Bush a adopté ces mesures? La première est d'ordre économique, en limitant le transfert d'argent, il affectait durablement l'économie cubaine, mais il y avait également un aspect politique. Il faut savoir que depuis 1959, les États-Unis considèrent les Cubains qui émigrent vers les États-Unis comme des exilés politiques. Or, il y avait une contradiction entre cette qualification octroyée aux Cubains et la réalité de cette communauté, puisqu'avant 2004, avant mai 2004 et l'imposition de ces mesures restrictives, les Cubains des États-Unis constituaient la minorité qui se rendait le plus souvent dans son pays d'accueil. On imagine mal un Chilien exilé aux États-Unis sous Pinochet se rendre plusieurs fois par an dans son pays pour y passer des vacances. On imagine mal de la même manière un républicain espagnol exilé en France sous Franco se rendre chaque année et passer des vacances. Or, les Cubains des États-Unis se rendaient plusieurs fois par an, notamment en raison de la proximité géographique, dans leur pays d'origine, ce qui illustrait que l'immense majorité de la communauté cubaine des États-Unis était constituée non pas d'exilés politiques, mais d'émigrés économiques qui aspiraient à avoir des relations normales avec leur pays d'origine. Ensuite, en 2006, le président Bush adopte un deuxième volet de sanctions. Et notamment, il se focalise sur l'aspect extraterritorial de ces sanctions. Par exemple, une entreprise étrangère ne peut pas vendre ses produits sur le marché des États-Unis si ceux-ci contiennent du composant cubain. Par exemple, BMW ne peut pas vendre. BMW aspire à vendre ses voitures aux États-Unis, qui constituent le premier marché au monde. Eh bien, pour que BMW puisse vendre ses voitures sur le marché états-unien, cette entreprise doit démontrer au département du Trésor que ces voitures ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Les Cubains ne peuvent pas vendre leur nickel aux États-Unis, mais dans ce cas précis, ils ne pourront pas le vendre à l'Allemagne, ils ne pourront pas le vendre au Japon, ils ne pourront pas le vendre en Corée du Sud. Les principales, ça c'est Bernard Blanc, je ne délaisse pas. C'était pour informer, c'était pas pour dénoncer. Et donc, qu'est-ce que tu dis? Sur le nickel. Ah, le nickel. De la même manière,
Danone, pour vendre ses yaourts aux États-Unis, doit démontrer que ces produits ne contiennent pas un seul gramme de sucre cubain. Donc la réalité, c'est que Cuba ne peut pas exporter ses produits et sa production aux États-Unis, mais en raison du caractère extraterritorial des sanctions économiques, elle ne peut pas l'exporter à d'autres pays du monde. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui, les sanctions économiques, le principal obstacle au développement du pays. En 2008, le président Obama est élu, alors il remporte, durant sa campagne électorale, il a promis de lever les restrictions imposées par l'administration Bush. Il a gagné la Floride, ce qui illustre, entre autres, que l'influence de ce qu'on appelle le lobby cubain aux États-Unis est en réalité un prétexte. Moi, j'ai jamais cru au pouvoir de ce supposé lobby. Il a un pouvoir, d'abord parce que c'est une création de Ronald Reagan en 1981, qui souhaitait revenir sur la politique constructive adoptée par le président Carter, qui avait permis des échanges avec la Havane, qui avait ouvert une section d'intérêt, etc. Reagan souhaitait revenir à une politique de confrontation, il avait besoin d'une excuse. Donc, il a créé ce que l'on appelle aujourd'hui le lobby cubain, qui dépend intégralement des fonds fédéraux, pour pouvoir justifier le changement de politique vis-à-vis de Cuba. D'ailleurs, on a vu que, je fais un petit saut en avant, j'en reviendrai tout à l'heure, lorsqu'Obama a décidé d'adopter en 2014 un processus de normalisation, le lobby cubain, on n'a pas entendu parler. Tout simplement parce qu'il dépend du pouvoir fédéral. Donc j'en étais toujours à Obama. Alors Obama en 2008, il y a une évolution de la rhétorique vis-à-vis de Cuba. Il adopte un langage plus constructif, plus sophistiqué, et il propose de trouver une solution, pas l'Obama du premier mandat, parce que le Obama du premier mandat a été celui qui a imposé les sanctions les plus sévères contre Cuba, notamment en insistant notamment sur le caractère extraterritorial des sanctions. L'ambassadeur soulignait tout à l'heure que BNP Paribas avait été sanctionné d'une amende de 7,9 milliards de dollars pour avoir, entre autres, entretenu des relations financières avec Cuba en dollars. Il faut rappeler que BNP Paribas a strictement, qui est une entreprise banque française, a strictement et rigoureusement respecté le droit français, le droit européen et le droit international. Ça sonne un peu bizarre de ma part de défendre BNP Paribas, mais c'est juste pour l'exemple. Mais ça n'a pas empêché BNP Paribas d'être sanctionné de l'amende la plus importante jamais imposée par le FAC, par le département du Trésor. Ensuite, il a également sanctionné le Crédit Agricole d'une amende de près d'un milliard de dollars, 700 000 $. Ensuite, le Obama du second mandat a opéré un rapprochement tactique vis-à-vis de Cuba, un changement non pas stratégique dans la politique étrangère des États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas renoncé à leur aspiration historique de ramener Cuba dans leur giron et d'en contrôler les destinées, mais simplement il a décidé, il a vu que la politique de la confrontation, de la sanction ne fonctionnait pas, puisqu'au lieu d'isoler Cuba, la politique des États-Unis a isolé les États-Unis sur la scène internationale. Depuis 1992, chaque année, une majorité de plus en plus croissante au sein des Nations Unies condamne l'état de siège économique imposé par Washington. Il a donc décidé d'opérer à ce revirement tactique en mettant en place un processus historique. Il faut reconnaître au président Obama que c'est celui qui a été le plus loin dans la recherche d'un modus vivendi avec la. Mais il n'a pas, donc il a rétabli les relations diplomatiques, il a ouvert des ambassades, il a permis les vols directs, il a effectué une visite historique en 2016 à Cuba. Mais en tant que chef du pouvoir exécutif, il n'a pas fait usage de ses prérogatives pour lever les sanctions. On dit souvent que les sanctions, depuis la loi Helms-Burton, dépendent du Congrès. Ce n'est pas vrai. Le président des États-Unis
dispose en tant que chef du pouvoir exécutif de la possibilité de mettre un terme à 80 ou à 90% des sanctions économiques contre Cuba. Il n'y a que 3 ou 4 secteurs qu'il ne peut pas utiliser, qu'il ne peut pas toucher sans le consentement du Congrès. Par exemple, le président des États-Unis ne peut pas permettre à Cuba d'acheter des produits américains à des filiales américaines installées à l'étranger. Pour faire plus simple, Cuba ne peut pas acheter des voitures Ford au Panama. Mais le président des États-Unis peut autoriser Cuba à acheter des voitures Ford en Floride. Vous imaginez bien que si Cuba peut s'approvisionner en Floride, elle n'ira pas solliciter les filiales à l'étranger. De la même manière, Cuba ne peut pas acheter des matières premières alimentaires à crédit, aux États-Unis à crédit. Seul le Congrès peut l'autoriser. Par contre, le président Obama, en tant que chef du pouvoir exécutif, peut autoriser Cuba à acheter tous les autres produits à crédit. Donc, s'il y a simplement ce segment que Cuba doit payer comptant, je pense qu'elle pourra le faire. Il y a également 2 autres aspects que je vous ai. Alors, il y a l'aspect des voyages. Le président des États-Unis ne peut pas autoriser le tourisme ordinaire à Cuba. En revanche, il peut autoriser diverses catégories, comme il l'a fait notamment à partir de 2014. Il peut changer ou élargir la définition, par exemple, du voyage culturel et dire chaque citoyen des États-Unis qui se rendra à Cuba et qui visitera un musée pourra prétendre à un voyage culturel. S'il adopte une telle mesure, ce qu'il peut parfaitement faire, vous imaginez que demain, vous aurez des centaines de milliers de citoyens des États-Unis, voire des millions, qui se rendront en tant que touristes culturels à Cuba. Et une fois mis devant le fait accompli, le Congrès lèvera cette mesure. Il y a un autre aspect, c'est le dernier. Le président des États-Unis ne peut pas permettre à Cuba, aux entreprises américaines, d'investir sur des terres qui ont été nationalisées dans les années 60 et qui ont appartenu à des entreprises états-uniennes. Mais il peut permettre aux entreprises américaines d'investir partout ailleurs, même si les propriétés états-uniennes étaient importantes dans les années 60, elles n'en ont pas l'intégralité du pays. Ensuite, il y a eu Obama qui a adopté, de mon point de vue, ces mesures sans renoncer à l'objectif originel qui est de ramener Cuba dans son giron. Il a escompté sur ces mesures de rapprochement pour obtenir par la séduction, entre guillemets, par les échanges de peuple à peuple, pour obtenir le résultat qui n'a pas été obtenu par la politique de la sanction. De mon point de vue, c'est une politique qui était vouée à l'échec. Pour la simple et bonne raison, c'est que les Cubains savent qu'on vit mieux aux États-Unis d'un point de vue matériel. Donc, ceux qui vont aux États-Unis ou ceux qui rencontrent des citoyens américains ne sont pas surpris. En revanche, les citoyens des États-Unis méconnaissent totalement la réalité de la société cubaine. Et en général, quand ils voyagent dans le pays, ils sont agréablement surpris, parce qu'on leur a dit que c'était l'enfer de Dante sur Terre, et ils découvrent un pays qui a certes des difficultés dans le matériel, mais qui a quand même accompli, réalisé des progrès sociaux qui sont inexistants, et notamment aux États-Unis. On vient de citer l'exemple de la santé. Il nous reste combien de temps? Trump, que fait Trump? Alors, Trump qui dit tout et son contraire selon les circonstances, parce qu'avant d'être président des États-Unis, il voulait ouvrir une chaîne d'hôtels à Cuba avec des terrains de golf. Puis, lorsqu'il a été élu, il est revenu, il a opéré un revirement à 180 degrés de la politique d'Obama en imposant des sanctions économiques d'une extrême sévérité. Pour la première fois, le titre 3 de la loi Helms-Burton, qui permet notamment de sanctionner les entreprises étrangères, et notamment européennes, qui auraient des intérêts à Cuba, a été appliqué. Il a appliqué plus de 250 mesures, près de 250 mesures restrictives durant la période, durant son mandat, près de 5 ans en pleine pandémie du Covid. Enfin, rien ne nous surprend de Donald Trump.
Le président Biden a promis de revenir à une politique plus constructive vis-à-vis de Cuba. Il faut rappeler que c'était le vice-président d'Obama. Eh bien, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, puisqu'il n'a strictement rien fait à ce jour. Il a promis, il a continué la politique de Trump. Il a esquissé quelques mesures récemment, puisque le sommet des Amériques a été un échec. Il a été boycotté par plusieurs présidents, mais ceux qui ont été présents ont rappelé que le droit inaliénable des peuples à l'autodétermination dans ce Cuba n'était pas négocié. Donc il a esquissé un rapprochement, enfin, quelques mesures dont on ne voit pas encore l'application immédiate, mais on est loin de ce qu'avait fait Obama. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, je conclue là-dessus, l'hostilité permanente, quelle que soit l'administration, quelle que soit l'orientation politique, bon, il n'y a pas de grande différence entre démocrates et républicains, vis-à-vis de Cuba. Mais les États-Unis se trouvent dans l'incapacité psychologique à admettre et reconnaître la réalité du Cuba souverain et indépendant. Ils n'arrivent pas à l'assimiler. C'est ce qui, puisque Cuba a toujours été leur chasse gardée, entre guillemets, ça a toujours été l'île sur laquelle ils avaient une influence. La seule solution qui est possible avec les Cubains, c'est celle qui inclut l'égalité souveraine. Les seules relations que les Cubains sont disposés à accepter sont celles basées sur l'égalité souveraine entre les États, la réciprocité, c'est-à-dire que si les États-Unis souhaitent disserter de la situation des droits de l'homme à Cuba, eh bien il faudra qu'ils acceptent que les Cubains évoquent la situation des droits de l'homme des États-Unis. Et le troisième principe non négociable pour les Cubains, c'est la non-ingérence dans les affaires internes. Parce que le système politique, le modèle socio-économique et la politique étrangère de Cuba sont des compétences exclusives du peuple cubain. Et je termine sur le caractère asymétrique du conflit, parce qu'il y a souvent un conflit entre Cuba et les États-Unis. C'est un conflit que les États-Unis ont avec Cuba. Les Cubains n'ont pas de problème à tisser des relations basées sur le respect mutuel et la diplomatie avec les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui refusent d'entretenir des relations symétriques avec leurs voisins caraïbes. Ce sont les États-Unis qui imposent des sanctions économiques à Cuba, ce sont les États-Unis qui occupent illégalement et par la force une partie du territoire souverain de Cuba, ce sont les États-Unis qui adoptent publiquement des politiques destinées à obtenir un changement de régime dans le pays, et ce sont les États-Unis qui financent une opposition interne dans le but d'obtenir ce changement de régime en flagrante violation des principes élémentaires du droit international. Donc la seule solution pour normaliser les relations, c'est que les États-Unis acceptent la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante. Je vous remercie.